Je représente une télévision sur l'Allemagne. Vous avez parlé d'une éventuelle rencontre entre le président Poutine et le président Trump. Quel rôle l'Union européenne et l'Allemagne pourraient-elles jouer dans d'éventuelles négociations pour résoudre le conflit ukrainien? Avec la France, lorsque nous avons été garants, comme nous l'ont dit la chancelière Merkel et le président Hollande, ils nous ont affirmé que les accords de Minsk, élaborés dans la capitale biélorusse pendant près de 20 heures, où j'ai eu l'honneur d'être présent, et qui avaient été conclus entre la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France, constituaient un traité de paix entre Moscou et Kiev. Et nous, les Allemands et les Français, étions les garants de ce traité. Nous avons interprété différemment le statut des participants, mais la position de l'Allemagne et de la France était claire. Nous sommes les garants. Nous vous avons assis à une table, vous êtes parvenus à un accord, et nous en sommes les garants. Ce document, les accords de Minsk, nous l'avons présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui l'a approuvé à l'unanimité et a exigé sa mise en œuvre. Je ne vais pas énumérer ici les centaines ou les milliers de violations de la part du régime de Kiev, y compris les bombardements de zones civiles, ou le blocus total des territoires qui avaient refusé de reconnaître le coup d'État. Tout cela a été régulièrement rapporté à l'ONU, à l'OSCE, mais l'Allemagne et la France nous répondaient. Nous leur disions, vous êtes garants, arrêtez ce chaos. Et ils répondaient, eh bien, vous aussi, vous tirez, vous aidez ces rebelles. L'année dernière, alors que j'étais déjà à la retraite, Angela Merkel a déclaré, non, personne n'avait l'intention d'appliquer ces accords. Ni nous, ni la France, ni le président Porochenko à l'époque, qui avait signé ces documents. Nous avions simplement besoin de gagner quelques années pour mieux préparer l'Ukraine à la guerre. Cela soulève la question de ce qu'est le système de Yalta-Potsdam, inscrit dans la Charte des Nations Unies. L'article 25 stipule que les décisions du Conseil de sécurité sont obligatoires pour tous les membres de l'ONU. Mais la chancelière Merkel a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'y conformer. Et cela alors qu'elle était l'une des parties signataires de ce document. En plus de ce document, une déclaration avait été jointe, signée par les 4 pays, la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France. Cette déclaration parlait à nouveau d'un espace commun allant de Lisbonne à Vladivostok, que nous construirions ensemble, que la France et l'Allemagne aideraient le Donbass à établir des services de banque mobile. Mais rien n'a été fait. Absolument rien. Ils devaient aider à lever le blocus, mais là encore, rien n'a été fait. Ils devaient organiser des négociations pour résoudre les questions de transport de gaz, aider la Russie et l'Ukraine dans ce domaine. Mais rien n'a été accompli. Par conséquent, malgré tout le respect que j'ai pour l'histoire du peuple allemand, je pense que son rôle a déjà été joué à travers l'administration de la chancelière Merkel. Vous savez, Poutine ne refuse jamais les propositions de dialogue. Scholz l'a appelé à plusieurs reprises. Récemment, ils ont discuté. Olaf Scholz était très fier d'avoir accompli un tel exploit. Mais il y a eu plusieurs conversations également avec d'autres représentants de l'Union européenne. J'espère que le président ne me grondera pas trop. Je ne révèle aucun secret, mais lors d'une conversation avec Poutine, ce même Scholz n'a rien dit de différent de ce qu'il dit publiquement tous les 2 jours. Vous devez partir. Pas un mot sur les causes profondes, pas un mot sur la langue russe, ni sur les droits des Russes que Zelensky veut s'approprier. Pourtant, en réalité, Zelensky, et je l'ai déjà cité en 2021 avant l'opération spéciale, avait déclaré « Si tu te sens russe en Ukraine, alors fiche le camp en Russie pour le bien de tes enfants ». Et récemment, il a simplement utilisé des injures en russe pour exprimer son attitude envers toute une série de pacificateurs qui ne souhaitent pas chasser les Russes jusqu'aux frontières de 1991. La rationalité de ce citoyen est une question à part. Beaucoup offrent leurs services. La Turquie, par exemple, qui avait déjà été un lieu où un accord avait été pratiquement, ou plutôt réellement, atteint et paraphé. Mais Boris Johnson, qui maintenant se consacre à écrire des livres, avait interdit de signer un accord basé sur les principes convenus à Istanbul. Il y a également eu une série de réunions en Biélorussie, et le président Loukachenko, que nous apprécions, a de nouveau confirmé que, en tant que voisin direct de la Russie et de l'Ukraine, il part évidemment du principe que les intérêts de la Biélorussie doivent être pris en compte. De manière générale, il y a une compréhension croissante de la raison pour laquelle un si large soutien et un intérêt aussi vaste se manifestent pour les discussions autour d'un appel téléphonique, et ensuite pour une rencontre entre les présidents de la Russie et des États-Unis.
Tout le monde a simplement compris, ou plutôt ils l'ont compris depuis longtemps, mais ils ont maintenant commencé à le reconnaître ouvertement. Il ne s'agit pas de l'Ukraine. L'Ukraine est utilisée comme un instrument, et ce depuis le début, pour affaiblir la Russie dans le contexte de notre place, celle de la Russie, dans le système de sécurité européen. Il y a deux aspects à cela. Tout d'abord, bien sûr, les menaces sur le flanc occidental, à nos frontières occidentales, doivent être éliminées, car elles représentent l'une des causes principales et prioritaires. Ces menaces ne peuvent probablement être éliminées que dans le cadre d'accords plus larges. Nous sommes prêts à discuter des garanties de sécurité pour ce pays, qui s'appelle actuellement l'Ukraine, ou pour une partie de ce pays qui ne s'est pas encore définie, contrairement à la Crimée, au Donbass et à la Nouvelle-Russie. Cependant, malgré l'importance de cet aspect sécuritaire, le contexte eurasiatique sera dominant. Il est impossible pour la partie occidentale du continent de se couper de géants tels que la Chine, l'Inde, la Russie, le Golfe Persique et toute l'Asie du Sud. Dans cette région, il y a des centaines de millions de personnes au Bangladesh, au Pakistan, et il est essentiel d'organiser le continent de manière à ce que les affaires de ces parties centrales, que ce soit en Asie centrale, dans le Caucase, en Extrême-Orient, dans le détroit de Taïwan, ou en mer de Chine méridionale, soient résolues par les pays de la région elle-même, et non par des acteurs extérieurs comme Stoltenberg. Ce dernier déclare: « Nous allons travailler là-bas, parce que la sécurité de l'OTAN dépend de la région Indo-Pacifique. » Comment cette sécurité dépend-elle? Il l'a vraiment dit. On lui a demandé si l'OTAN restait une alliance défensive. Il a répondu: « Oui, c'est une alliance défensive, nous protégeons le territoire de nos membres. » Mais la sécurité du territoire de nos membres, dans les conditions actuelles, dépend de la sécurité de la région Indo-Pacifique. C'est pourquoi nous allons y déployer des infrastructures de l'OTAN et y créer des alliances. Les États-Unis et la Corée du Sud, par exemple, ont récemment confirmé leur alliance militaire, qui inclut une composante nucléaire, et ainsi de suite. C'est un point intéressant pour les politologues, réfléchir à la manière d'unifier tout cela, car l'approche euro-atlantique envers toute l'Eurasie est, je vous l'assure, une illusion. Les propos de Sergueï Lavrov, bien qu'ancrés dans un contexte géopolitique, offrent plusieurs leçons d'excellence applicables à la vie personnelle et professionnelle. Voici quelques principes que l'on peut en tirer pour progresser continuellement vers l'excellence. 1. Identifier les causes profondes avant d'agir. Lavrov insiste sur l'importance de reconnaître les causes fondamentales des conflits, plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes. Cela souligne la nécessité d'analyser les racines d'un problème avant de tenter de le résoudre. Avant de résoudre un problème, prenez le temps d'en comprendre les origines. Que ce soit dans un conflit au travail ou un obstacle personnel, identifiez les racines du problème pour agir efficacement. En gestion de projet, ne corrigez pas seulement les erreurs, analysez les processus pour éviter qu'elles ne se reproduisent. 2. Pensez en termes de système et d'interconnexion. Lavrov met en avant une vision holistique en soulignant l'importance du contexte eurasiatique et des interactions entre les grandes puissances. Cela invite à percevoir chaque situation comme une partie d'un système plus large. Adoptez une vision systémique dans vos projets. Comprenez comment chaque décision affecte l'ensemble de votre travail, votre équipe ou votre vie personnelle. Développez votre réseau. Les connexions et les collaborations jouent un rôle clé dans la réalisation de vos objectifs. 3. Anticipez les défis à long terme. Il parle de l'importance de prévoir les impacts futurs des décisions géopolitiques, notamment concernant les infrastructures et les alliances. Cela met en lumière la valeur de la planification stratégique. Préparez-vous aux défis de demain en construisant des compétences transférables et en planifiant des objectifs à long terme. En entreprise, adoptez une stratégie proactive plutôt que réactive en anticipant les besoins du marché ou les attentes des clients. 4. S'appuyer sur ses forces intrinsèques. Lavrov souligne que l'Eurasie ne doit pas dépendre des décisions extérieures, mais plutôt s'appuyer sur ses propres capacités et ressources. Ce principe rappelle l'importance de la confiance en soi et de la valorisation de ses atouts. Identifiez vos points forts et capitalisez dessus pour surmonter les défis. Par exemple, si vous excellez en communication, utilisez cette compétence pour avancer dans votre carrière. En tant que leader, valorisez les talents de votre équipe pour renforcer la cohésion et les résultats. 5. Maintenir une position ferme et cohérente. Lavrov critique les positions changeantes de certaines parties et insiste sur l'importance de la cohérence dans les engagements.
Cela renforce l'idée que la constance est essentielle pour inspirer la confiance. Restez fidèle à vos valeurs et engagements, même face à la pression. La constance inspire confiance et respect. Dans les négociations ou les collaborations, soyez clair et transparent dans vos objectifs pour éviter les malentendus. 6. Apprendre des échecs et des illusions. Lavrov souligne l'erreur de l'approche euro-atlantique en Eurasie et invite à réfléchir sur les illusions géopolitiques. Cela nous rappelle l'importance de tirer des leçons de nos expériences passées. Transformez vos échecs en leçons pour mieux avancer. Analysez les erreurs passées et ajustez vos stratégies. Remettez en question vos suppositions ou vos illusions. Être réaliste et adaptable est un signe d'excellence. 7. Collaborer tout en affirmant sa souveraineté. Lavrov évoque la nécessité de coopérer avec les grandes puissances tout en préservant l'autonomie de chaque région. Cela montre qu'il est possible de collaborer sans compromettre ses valeurs fondamentales. Apprenez à collaborer efficacement tout en affirmant vos propres besoins et limites. Une relation équilibrée mène à des partenariats fructueux. Négociez toujours à partir d'une position de force et d'indépendance, même lorsque vous travaillez en équipe. 8. Cultivez une vision globale et une influence locale. En évoquant l'importance de l'Asie centrale, du Caucase et des autres régions, Lavrov rappelle que chaque région a un rôle à jouer dans le système global. Cela met en évidence l'importance de conjuguer ambition globale et impact local. Ayez une vision large pour comprendre les dynamiques globales, mais agissez concrètement à l'échelle locale. Par exemple, développez une expertise dans votre domaine tout en gardant un œil sur les tendances mondiales. Contribuez à des projets qui ont un impact direct tout en construisant une influence plus large dans votre secteur. Pensez-vous que le développement personnel nécessite une approche holistique où toutes les régions de votre vie, mentale, physique, sociale, professionnelle, sont interconnectées? Comment peut-on trouver un équilibre entre collaboration avec les autres et affirmation de sa propre identité ou indépendance? Partagez avec nous vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.